Alors bonjour à tous, à nouveau. Je suis donc Nicolas Turca, je suis le directeur du programme EduRénov et je travaille donc à la Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts. Aujourd'hui, on est dans un lieu particulier, on est au Hub, c'est l'espace d'échange de la Banque des Territoires. Il existe donc depuis 4 ans maintenant pour rassembler et faire discuter des acteurs publics, privés, des collectivités, des entreprises, des bailleurs sociaux, des EPL, pour justement comprendre les enjeux des territoires, mais également porter des solutions. Et c'est là où on va y venir aujourd'hui, des solutions qui fonctionnent. Concrètement, le Hub, donc, ça organise des moments d'échange, c'est la minute promotionnelle en tout cas du lieu, des rencontres, des débats, des ateliers sur la transition écologique, la cohésion sociale ou encore les questions de souveraineté qui commencent à devenir prégnantes. N'hésitez pas donc à vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas aussi à aller chercher la vidéo et le replay de la session d'aujourd'hui sur la plateforme et sur l'espace digital du Hub. Voilà pour la présentation du lieu, là où on est. On a également, et ça tombe bien, quelques diapositives pour introduire notamment le sens du programme EduRénov, notamment autour de ces engagements. Aujourd'hui, EduRénov, c'est un programme qui a été monté avec un ensemble de partenaires, justement, publics, privés, pour simplifier, financer, aider à mettre en œuvre et valoriser un certain nombre de projets. Il y a déjà 5000 projets qui sont accompagnés, qui se sont lancés dans la démarche. On est à la moitié du chemin et de la cible qu'on s'était fixée il y a 2 ans et demi maintenant. On simplifie via des ressources, des outils. On finance des projets, évidemment beaucoup, en prêt, en interacting principalement. Et puis enfin, on valorise beaucoup aussi des retours d'expérience. On a déjà édité presque 2 fois 50 projets et des vidéos que vous pouvez retrouver sur nos plateformes, notamment la chaîne YouTube. Sur la diapositive suivante de mémoire, on posait justement les enjeux de la transformation qu'on est en train de mener. Aujourd'hui, ces 5500 projets qui se sont engagés, ça représente 21 millions de mètres carrés, 1,6 million d'élèves concernés et 42% d'économie d'énergie finale visée par les projets. 42% sur l'ensemble du périmètre et c'est même 60%, plus de 60% pour les projets qui sont financés et déjà finis du côté de la Banque des Territoires. Ça représente 1 milliard d'euros de prêts qui ont été écoulés ces derniers mois et années, avec vraiment une accélération sur la dernière année qui porte. Alors, c'est pas 60, en effet, c'est 55. Pardon. Sur la diapositive suivante, c'est le sens de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, de la démarche qu'on a envie de lancer aujourd'hui. Parce qu'en fait, depuis le début, on travaille beaucoup, on stimule la demande, on travaille sur notamment les collectivités locales, sur la manière dont elles peuvent accomplir leurs projets. Mais l'idée, c'est aussi de travailler sur la notion d'offre et des solutions qui sont posées et poussées aux collectivités locales pour pouvoir justement accélérer leur projet. On a 2 convictions, comme d'habitude, qu'on porte depuis le début, qui est d'une part faire avec un écosystème, construire les choses avec un écosystème, donc ça c'est l'ingrédient essentiel. Et la deuxième, c'est cette logique de pair à pair qui permet beaucoup d'accompagner et de partager des éléments. C'est un outil de transformation, évidemment, l'innovation ouverte en général. Ça va nous permettre d'accélérer des projets, mais ça va aussi permettre d'accélérer un certain nombre de solutions et de valoriser des entreprises et des acteurs entrepreneuriaux en général. Voilà pour la place centrale de l'innovation qui aujourd'hui va vous être expliquée par notamment Lila et mes collègues. Mon collègue, un cousin quelque part, de BPI France, Guillaume Sévère, qui est le directeur des participations, notamment de la région Grand Est, pour nous expliquer justement quel est le rôle de BPI aussi et quelle est la compréhension des enjeux. BPI qui est beaucoup au contact des entrepreneurs pour le coup, des solutions techniques. Quelle est votre vision sur le sujet ?
Merci beaucoup. En effet, donc Guillaume Sever, BPI France, directeur de participation chez BPI France. Investissement, small cap. Donc en fait, je suis investisseur généraliste. Mais pourquoi je suis devant vous, c'est qu'en fait, je suis également référent au niveau national pour la construction, pour le bâtiment. Et à ce titre-là, j'accompagne beaucoup la filière, j'accompagne les entreprises de la construction. Voilà, sur mon temps un petit peu libre aussi, également. Hein, ça prend beaucoup de temps à côté de mon métier traditionnel d'investisseur généraliste. BPI France, effectivement, accompagne non pas les collectivités, hein, mais va accompagner les entreprises en financement avec un large panel de solutions. Ça va du financement court terme jusqu'au financement moyen-long terme, hein, et à l'investissement en fonds propres, ce qui est mon métier. Mais c'est également, ça c'est moins connu, de l'accompagnement des dirigeants par des programmes. On a créé d'ailleurs un programme accélérateur construction, hein, dédié aux sociétés de la construction, à accompagner les dirigeants dans des programmes long terme pour les aider dans leur stratégie, dans leur pivotement stratégique. D'ailleurs, un des gros axes effectivement de l'accélérateur construction, c'est la décarbonation, c'est le pivotement de leur activité et d'arriver à s'adapter dans un monde qui bouge, où effectivement le neuf est en crise profonde et la rénovation est vue comme un vrai relais à ce niveau-là. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, dans mon temps libre, ce que j'appelle mon temps libre, c'est de participer, avec le concours d'ailleurs de la Banque des Territoires, un livre blanc sur la rénovation énergétique. Et d'ailleurs, certaines personnes ont aidé aussi dans cette pièce. Alors, ce livre blanc sur la massification de la rénovation énergétique, en fait, ce groupe de travail, plutôt, il était assez éclectique. Il embarquait toute la chaîne de valeur avec des sensibilités très différentes. Ça allait effectivement du bureau d'études jusqu'aux constructeurs et à des industriels de la construction. Il était porté par le CSF. En 2 mots, ce livre blanc voulait rappeler que la rénovation et que la massification de la rénovation énergétique était importante pour la France. C'était un enjeu stratégique de souveraineté. De souveraineté, mais également d'adaptation. Alors RTE d'ailleurs, je vous invite, petite parenthèse, à lire l'excellent rapport qui est sorti il y a quelques jours, qui d'ailleurs place le bâtiment au centre de l'analyse. Alors bien sûr, quand on parle de rénovation, on se focalise souvent sur le parc privé. Effectivement, le parc privé, c'est 4 millions de passoires thermiques. Alors la définition flotte un petit peu puisqu'on y met, on y enlève des bâtiments au gré des réglementations, mais globalement, c'est un enjeu véritable. Mais il n'est pas le seul. On oublie souvent de parler des bâtiments publics, et notamment des bâtiments scolaires. Et quand on voit, alors l'observatoire que je vous invite également à lire d'EduRénov, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, montre bien que le constat est critique également pour les écoles, où on a une majorité des bâtiments scolaires qui sont effectivement trop énergivores aujourd'hui. Alors qu'on est trop énergivore, si on ramène ça aux étiquettes, ça va être des D à G. Alors le constat est simple, d'autant plus qu'on sait rénover, même si ça reste perfectible. Alors vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas assez. Alors le frein principal, c'est le financement. C'est trouver du financement. Aujourd'hui, effectivement, il faut savoir innover, mais pas que dans les processus, pas que dans les produits. Il faut aussi savoir innover dans les processus de financement. Trouver des financements alternatifs au financement classique. Pourquoi ? Pour rallonger la maturité des prêts. Aujourd'hui, une rénovation énergétique coûte cher et elle doit se financer sur du temps long. Les économies d'énergie qui sont corrélatives, généralement, vont s'amortir sur une rénovation globale au-delà de 15 ans en moyenne. Donc effectivement, il faut réussir à le financer sur du court terme avec des outils long terme. Mais aussi, dans les collectivités, il y a une tendance à l'autofinancement. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut changer dans les mentalités. Et comment on le change en mentalité, c'est justement en trouvant ces solutions de financement alternatives. Et donc, il faut toujours trouver le bon guichet, puisque se financer, c'est un vrai parcours du combattant en France. Donc, vous l'aurez compris, il faut rationaliser cela et faire évoluer les mentalités des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, publics, pour réussir cet exploit et cette grande révolution. Voilà, je voulais vous remercier et je passe la parole à Ina.
Merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Nicolas Turca. Alors ce qu'on retient finalement, c'est n'oublions pas les écoles et surtout le financement, c'est la clé de toute réussite. Donc on est aussi là pour accompagner les entreprises engagées. Alors pour cette séquence, c'est un temps assez essentiel pour nous, pour EduRénov, puisqu'on s'intéresse aux solutions innovantes qui sont assez nombreuses. Donc on est très content d'accueillir tous nos partenaires aussi qui sont engagés sur ces questions. Le jury aussi, composé de collectivités et d'experts sur le sujet. Et évidemment les pitchers que vous allez entendre tout à l'heure et pouvoir interroger et questionner sur toute leur offre. Alors donc on va tout de suite d'abord accueillir deux personnalités pour les regards croisés. Donc ce sont deux experts qui vont partager leur expérience, qui sont sur le terrain, sur le terrain technique et territorial, qui vont aussi nous inspirer pour cette soirée. Donc j'accueille Nicolas Naville, directeur du domaine stratégique rénovation, fiabilisation de l'acte de construire, direction de la recherche et de l'innovation chez un partenaire qu'on connaît bien, le CSTB. À vous la parole. Micro là, ouais, c'est bon. Oui, au CSTB, on est présent historiquement sur ces questions d'innovation au travers notamment de nos activités d'évaluation et de certification des produits de construction. Ça nous concerne aussi via nos activités d'appui au pouvoir public aujourd'hui sur les réglementations en matière de rénovation et plus généralement toutes nos activités de recherche, expertise et de diffusion des connaissances. Très heureux d'intervenir ce soir parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter avec Nicolas, mais on est aussi persuadé qu'on a besoin aujourd'hui de faire un gros effort sur des évolutions structurelles du marché de la rénovation et notamment du côté de l'offre. Donc on a besoin d'innovation pour apporter des réponses aujourd'hui plus performantes, que ce soit techniquement ou économiquement. Je vais y revenir pour relever le défi de la rénovation, notamment des bâtiments publics et des bâtiments d'enseignement. Alors j'ai parlé de performance et ce sera un peu le fil conducteur de mon intervention. Je pense d'ailleurs au passage, cette intervention, quand tu vois que je suis trop long, n'hésite pas à me faire signe, comme ça je pourrais lâcher le micro. Donc, cette performance, parce qu'en fait au CSTB, on a un peu ce réflexe, quand on parle d'innovation, on pense tout de suite fiabilisation, objectivation, caractérisation et donc approche performantielle. On le fait beaucoup, comme je l'ai dit, à l'échelle des produits et des procédés. Et donc ça peut concerner aussi les innovations dont on va parler ce soir. On a d'ailleurs engagé déjà des travaux dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique pour revoir tous les référentiels d'évaluation des produits à l'aune du changement climatique. S'assurer que les matériaux, les procédés résistent aux conditions climatiques futures. On peut penser à la grêle sur les matériaux, on peut penser au vent violent aussi, y compris aux fortes températures, parce que ça a des impacts sur les plastiques, sur tout un tas de choses. Donc ça, premier point. Le CSTB met des tampons sur les produits, mais accompagne aussi les acteurs en amont de tous ces processus d'évaluation. Donc il ne faut pas hésiter à venir discuter, venir solliciter le CSTB très en amont des processus d'innovation. La performance, ensuite, ce n'est pas qu'une question de produits et de procédés, ça se joue beaucoup au niveau des ouvrages, et c'est particulièrement vrai pour les bâtiments d'enseignement. Et cette question-là, alors aujourd'hui, ça repose beaucoup sur les épaules des maîtres d'ouvrage, très concrètement. On pourrait se dire, voilà, on a le cadre réglementaire qui nous assure qu'on va répondre à tous les enjeux. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Le cadre réglementaire sur la rénovation, il n'est pas encore aussi établi, je dirais, que sur la construction neuve. Et donc, on a besoin que les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, définissent leurs critères de performance, des cibles précises. Et c'est cette définition précise, en fait, des résultats attendus qui permettra de créer un terrain favorable à des réponses innovantes, à l'innovation. Donc ça, c'est très important. D'où l'intérêt aussi de toutes les démarches de la Banque des territoires pour mettre en place des guides, pour justement outiller ces maîtres d'ouvrage, pour appeler ces exigences performantielles. Cette performance, elle doit être globale déjà. Nous, au CSTB, on parle beaucoup d'approche multicritères. Pour répondre de manière à l'ensemble des enjeux aujourd'hui auxquels doivent répondre les rénovations. Je vais prendre quelques exemples. Alors, je ne vais pas parler tout de suite de performance énergétique, je vais d'abord parler du confort d'été. Aujourd'hui, on ne veut plus d'écoles rénovées où on dépasse 30 degrés dans les salles de classe, et on sait qu'il y en a encore. Comme je le disais, le cadre réglementaire ne permet pas encore de garantir le contraire. On l'a sur le neuf avec la RE 2020, qui utilise les données de la canicule de 2003 et qui exige des seuils de performance exprimés en degrés heure, etc., de confort d'été. On n'a pas l'équivalent encore sur la rénovation.
On a encore, et je l'ai entendu sur un projet de rénovation en Isère, un maître d'œuvre qui n'a dans l'offre, enfin dans le cahier des charges, on ne demandait pas d'exigences précises sur le confort d'été. Et quand le maître d'ouvrage lui a demandé ce qui était prévu, il a dit on est dans un environnement arboré, donc pas besoin de système actif de rafraîchissement. Et le raisonnement s'arrêtait là, alors qu'à Grenoble, il peut faire 39 degrés pendant une semaine, et on voit bien que l'environnement arboré ne suffira pas. Donc on a besoin de quantifier, de définir les exigences. On a pu le montrer au CSTB au travers de différents travaux de recherche, plutôt sur les logements que on peut bien caractériser aujourd'hui les cas dans lesquels on peut se passer de système actif et les cas où on en a besoin. On peut aussi le faire sur les écoles, même si on ne sait pas le faire de manière systématique aujourd'hui à grande échelle. On progresse sur la question. Dans le cadre du plan d'adaptation, là encore, au changement climatique, Météo France a mis à disposition récemment des données climatiques en climat futur, donc 2030, 2050, avec des canicules moyennes, des canicules extrêmes. Donc ça, c'est déjà à la disposition des acteurs pour faire des simulations en climat futur. Alors, il n'y a encore aucune obligation associée, mais les maîtres d'ouvrage peuvent le demander, même si ça a clairement un coût. On peut espérer qu'à terme, ce soit pris en compte dans les audits, les DPE. Aujourd'hui, sur le tertiaire, le DPE, il n'est pas encore obligatoire et il va évoluer. Même sur les logements, ce n'est pas encore le cas. On a un DPE confort d'été pour les logements annoncé, qui sera amélioré d'ici 2028. Ça aussi, c'est prévu dans le PNAC. Et on peut imaginer que ça va suivre sur le tertiaire, avec les réflexions en cours par ailleurs sur le DPE tertiaire. Donc à terme, je dirais, le train réglementaire va passer et apporter une garantie de performance minimale un peu homogène. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, exigence des maîtres d'ouvrage, c'est essentiel. Et sur ces, notamment, moi j'invite à vraiment demander de démontrer, soit démontrer qu'on peut fonctionner sur des systèmes passifs uniquement, soit à minima prévoir des réservations pour des systèmes actifs, qui sont aujourd'hui un axe majeur d'innovation. D'ailleurs, au passage, on a vraiment besoin encore d'innovation sur les systèmes actifs de rafraîchissement notamment. Deuxième exemple, la qualité de l'air et la ventilation. Aujourd'hui, 3/4 des écoles ne sont pas équipées de systèmes de ventilation. On a beaucoup de cas de développement de moisissures. On ne peut pas, dans un projet de rénovation, laisser cette question de côté en se disant on va compter que sur l'ouverture des fenêtres. Alors, encore une fois, si on démontre que dans le cas particulier, ça peut être adapté, il faut impérativement réfléchir à cette question-là. Réfléchir au système de ventilation qui soit réellement utilisable. Au CSTB, on a développé la méthode QSE, donc qualité sanitaire et énergétique des rénovations. On a aussi un projet de recherche en cours avec l'ADEME pour justement développer un arbre décisionnel pour faire les bons choix en matière de système de ventilation pour les écoles, parce qu'on sait que c'est une question très complexe avec beaucoup de points techniques à traiter. Donc ça, c'est essentiel, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et donc là encore, maître d'ouvrage, soyez exigeants, et ça suscitera l'innovation en face. Voilà, je vais être plus rapide je vais juste énoncer les autres thématiques à traiter. On peut parler d'acoustique, d'éclairage, bien sûr tous les impacts environnementaux, l'énergie, le carbone, les matériaux, la gestion de l'eau, la végétalisation. Et on ne parle pas que de performance, c'est aussi dans l'approche multicritère prônée par le CSTB, bien prendre en compte les aspects de normes, de contraintes réglementaires, donc les normes incendie, accessibilité PMR, les questions structurales aussi qui peuvent se poser dans un certain nombre de cas, notamment quand on a du RGA sur des écoles de plein pied. Voilà, donc c'était mon premier point, et le plus long, je te rassure. La performance globale et transversale que ces innovations doivent permettre d'apporter. Cette performance, elle doit aussi être réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de conception, c'est s'assurer que dans la réalité de l'exploitation, de l'utilisation de l'école, on atteint bien les résultats. Et ça passe par plusieurs choses. Déjà, une innovation, elle ne peut pas être pensée seule, il faut la penser dans le cadre du projet global, donc avec la gestion des interfaces avec l'ensemble des corps de métier. Ça, c'est essentiel, on le voit en rénovation de maisons individuelles, sans les interfaces, la performance à la fin, c'est zéro, quoi. Donc, quelle que soit la qualité des isolants qu'on met, etc. Voilà, donc on a développé notamment des ressources sur la plateforme ProRéno spécifiquement sur la gestion de ces interfaces, des vidéos, des calepins de chantier, ça c'est essentiel. Les interfaces, la question aussi de l'exploitation, faire en sorte que tous les systèmes qu'on met en place ils soient pris en main, exploités, exploitables. Là, je prends un autre exemple. Aussi isérois, un cas où une école récemment rénovée, il faisait 35 degrés dans les classes en été, avec une rénovation globale de moins de 2 ans. Donc les parents se sont plaints pendant 1 ou 2 étés, et finalement on a découvert qu'il existait dans le bâtiment un système de surventilation nocturne, et personne n'était au courant. Donc déjà ils l'ont mis en route, et ça a bien sûr pas résolu complètement le problème, mais c'était déjà bien de savoir qu'il existait. Voilà.
Les protections solaires, qu'elles soient robustes, utilisables. Voilà, on a besoin. Voilà. Innovation doit rimer avec robustesse sur le sujet des protections solaires. On a tous des exemples en tête. Voilà. Et pour finir sur cette question de la performance réelle, c'est la question des dispositifs pour le maître d'ouvrage pour s'assurer de cette performance en exploitation. Donc là, on invite vraiment aussi à les explorer, à les mettre en œuvre. On travaille à faire en sorte qu'il y en ait à l'avenir qui soient basés sur des mesures physiques. Aujourd'hui, on est plutôt sur des suivis de consommation. Mais là-dessus, je vous invite notamment à regarder les livrables de l'Observatoire national des contrats de performance énergétique qui détaillent un peu les méthodes qu'on peut utiliser pour suivre la performance à partir des consommations. Voilà. Et dernier point, la performance, elle doit être aussi opérationnelle et économique. Pourquoi ? Parce que dans les projets d'école, on a beaucoup d'enjeux de coûts. Si on pouvait réduire un peu le coût de ces projets, ça nous aiderait. Des délais de mise en œuvre, des dates de rentrée à respecter pour éviter les travaux pendant les périodes scolaires. Aussi la question de la facilité de pose des solutions, la pénibilité, l'attractivité des métiers de la rénovation, qui est un des gros verrous aujourd'hui du défi de la rénovation. Donc si les solutions peuvent tenir compte de ça, c'est mieux. Et enfin, le rôle des innovations, c'est aussi l'impact sur les filières économiques. On a, alors je n'ai pas les chiffres exacts, j'ai vu passer 50 milliards d'euros il n'y a pas longtemps, mais en gros, la rénovation des écoles, des seules écoles, ou non, bâtis d'enseignement peut-être. Donc, on va prendre bâtis d'enseignement, ça se compte en dizaines de milliards d'euros, plutôt de l'ordre de 50, j'imagine, voire plus. On aimerait faire en sorte que ça ait des retombées maximales sur l'économie nationale, européenne, voire locale. Et donc pour ça, on a besoin d'innovation. Pour justement développer ces filières locales, on peut penser à toutes les ressources de matériaux biosourcés divers et variés. C'est vrai aussi sur les systèmes, développer les filières de PAC, les filières de systèmes de rafraîchissement actif français ou européens à minima, ça c'est essentiel aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Sans quoi, on risque d'avoir un souci de balance commerciale et un impact sur le développement de l'emploi qui ne sera pas au niveau attendu. Voilà, donc pour toutes ces raisons, le CSTB, où on est très présent aujourd'hui aux côtés de la Banque des Territoires sur ces démarches d'accompagnement de l'innovation. On y contribue aussi en direct avec notre incubateur maison, on va dire, qui est le CSTB Lab. On a son représentant ici, le directeur Fadil Alou. Et voilà, on contribuera et on suivra avec beaucoup d'attention cette démarche de la Banque des Territoires pour promouvoir les innovations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Alors sans trop tarder, Bastien Scacco, directeur des bâtiments et de l'énergie, ville de Noisy-le-Grand. À vous la parole. Je crois que vous avez quelques projets en plus, des exemples concrets dont vous allez nous parler. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, parfait, j'avais prévu quelques slides de présentation. Moi déjà, je suis ravi d'avoir été invité donc, à ce Hub des Territoires. Pour moi, c'est une première. Je serais content d'être ici. Donc, je voulais simplement en fait, vous parler notamment de la stratégie de transition énergétique de la ville de Noisy-le-Grand. Donc, en fait, cette année, au mois de juillet, il y a eu une délibération particulièrement importante qui a été votée à l'unanimité de l'exécutif municipal. Et en fait, donc, cette délibération, elle porte sur, on va dire, le plan énergie pour ces prochaines années. Et donc, en fait, il y a deux points majeurs. La première, c'est l'objectif de réduction des consommations d'énergie, avec un objectif ambitieux qui est d'atteindre le seuil 2040 du décret tertiaire dès 2030. Donc, on va essayer d'y arriver. Et je vais vous expliquer comment on essaie de le faire. Et le deuxième volet, c'était sur le développement des énergies renouvelables, et notamment la géothermie et la solarisation. Et du coup, pour on va dire, accrocher le thème de l'innovation, je voulais vous parler plus en détail du projet qui avait été lancé par la ville il y a maintenant quelques années. Ce projet, en fait, il partait du constat que pour justement obtenir les résultats attendus par le décret tertiaire, il fallait investir 80 millions d'euros sur l'ensemble du patrimoine bâti. Donc 80 millions d'euros pour une ville comme Noisy, c'est très important. Et donc, il y a eu un projet, le projet Récital, qui a été lancé, qui avait pour objectif en fait d'optimiser en fait ce financement en raisonnant de manière la plus intelligente possible. Et donc, ce projet en fait, il a deux objectifs. Un premier à court terme, d'ici 2 ans, avec un objectif de moins 1% grâce à un pilotage en temps réel, entre guillemets, de l'ensemble de la consommation des fluides, la détection d'anomalies
et le pilotage de leur correction, et puis aussi beaucoup d'adhésion et de changement en fait, d'habitude en fait, auprès des usagers. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est l'enjeu à long terme avec un objectif de 50% en 2030. La petite nuance, c'est la référence, c'est-à-dire que la référence du projet Récital, c'était 2021, alors qu'en réalité, la référence qui a été actée dans la délibération, c'est la référence du décret tertiaire qui est au-delà de la référence de 2021. Et donc, alors je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, c'était simplement pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemblait au niveau du tableau de bord et de la plateforme qui était développée. Donc en fait, Récital, c'est un groupement de 4 entreprises, 2 filiales d'EDF, Cité Gestion pour la partie développement de l'hyperviseur énergie, Datanumia, également une filiale d'EDF qui a installé l'ensemble des capteurs, à la fois, on avait déjà les compteurs Linky bien sûr sur l'électricité, mais il y a eu également le déploiement des compteurs connectés sur le gaz et sur l'eau, ainsi que le déploiement de capteurs de température dans les salles de classe. Donc il y a 350 à 400 capteurs qui ont été déployés sur le patrimoine. Donc ça, c'est l'image qu'on voit en bas à gauche. Et donc en fait, on a les remontées de température qui nous arrivent en temps réel. Ça, c'est sur le groupe scolaire de Desnoyers. On voit que c'est un groupe scolaire qui est plutôt bien paramétré, on va dire, entre guillemets, en termes de gestion des fluides. Donc là, on voit les jours de la semaine. Donc la courbe du milieu, en fait, ça, c'est les températures. Au-dessus, on a le CO2 pour la qualité d'air et l'hydrométrie. Donc au milieu, on voit bien les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Un réduit à 16 degrés le week-end, samedi, dimanche, puis ensuite ça repart lundi matin. Et là, en bas à droite, ce qu'on voit, c'est le pas horaire en fait des consommations. Donc on voit que ça commence, il y a un pic à partir de 5 heures du matin, c'est l'heure où la chaufferie se remet en service. Donc ça, c'est un groupe scolaire qui est plutôt bien, on va dire, paramétré, mais c'est pas le cas de tous les bâtiments. Mais grâce à cet hyperviseur et à notre économe de flux, on essaye justement d'optimiser nos consommations comme ça pour arriver à moins 20%, entre guillemets, facilement, sans gros investissements. Et après, le deuxième volet, pour arriver au moins 50%, c'est en investissant. Donc là, ça se compte effectivement en millions d'euros. L'objectif, c'est de ne pas dépenser les 80 millions qui étaient ciblés au départ. Là, maintenant, d'après les estimations, on serait plutôt sur un ordre de grandeur autour de 15 à 20 millions pour arriver aux objectifs qui étaient ambitionnés. Et donc, en fait, on essaie de rechercher le meilleur rapport investissement entre l'euro investi et le kilowattheure économisé. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc voilà, donc ça c'est une redite. Récital, donc c'est à la fois un hyperviseur d'énergie et un outil de simulation. Et donc sur la slide suivante, il en manque une, mais c'est pas grave. En fait, non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, là, maintenant, la suite du projet Récital, ça va être le lancement d'un marché global de performance énergétique par dialogue compétitif. Donc, on va sélectionner 3 groupements d'entreprises. Et l'objectif, en fait, ça va être de les challenger un petit peu sur le meilleur chemin pour arriver le plus rapidement possible aux plus grandes réductions de consommation avec un investissement le moins élevé possible. Donc là, j'ai mis simplement deux images de groupes scolaires. Donc à gauche, c'est le groupe scolaire Loiselier. C'est le dernier groupe scolaire qui a été livré à Noisy en 2022. Et ça sera d'ailleurs peut-être le dernier avant longtemps de groupe scolaire neuf, puisque maintenant on a plutôt une stagnation de la démographie. Donc maintenant l'enjeu c'est plutôt la rénovation. Et donc là à droite on a le groupe scolaire Paul Sorel, où là ce qui est visé c'est une réduction des consommations de 70% sur les bâtiments existants. Donc c'est les 2 barres parallèles qu'on voit. Donc à gauche c'est l'élémentaire, à droite c'est la maternelle. Et donc sur la partie centrale, donc il y a un vieux bâtiment qui a été démoli, un nouveau qui a été construit avec une structure mixte bois et béton. Et puis également une salle polyvalente sur la gauche. Au niveau des façades, on traite également le confort d'été avec des brises soleil orientées côté sud. Et puis des cours oasis et de la végétalisation pour limiter le phénomène d'îlot de chaleur. Donc voilà, donc ce que je pouvais dire sur en tout cas notre ambition sur les aspects d'innovation à la ville de Noisy, notamment à travers le projet Récital.
Merci beaucoup, Monsieur Scacco. Est-ce que vous avez une question ou deux questions sur le projet qui a été présenté ou sur les recommandations du CSTB? On peut aussi garder les questions pour tout à l'heure. Ouais, ok. Bon, on a tout le temps en fin de soirée pour vous cuisiner tous les deux. Écoutez, dans ce cas-là, on va passer au pitch. Donc, ça va être vraiment notre temps innovation. Pour ça, on va accueillir des entreprises qui sont engagées depuis longtemps ou qui ont lancé aussi plus récemment l'activité, qui ont souhaité vraiment réinventer aussi des pratiques sur la rénovation, sur l'adaptation climatique. Donc, ils sont 4 ce soir. Nous avons Hugo Bonnet, directeur général de Cyclope, Mathias Lauf, qui est commercial chez Wallup Préfa, Ethan Levy, qui est cofondateur de Rofscape, et Rémi Perroni, président de Kylie Energy, que voici. Alors d'abord, est-ce que vous les connaissez dans le public, ces 4 entreprises? Un main levée, qu'est-ce qui les connaît? Quelques-uns, ok. Est-ce que vous avez envie de les connaître? Oui? Est-ce que vous avez hâte de les connaître? Très bien. Écoutez, on va les entendre dans un petit instant. Et on a un jury, notre jury qui va aussi se charger de présenter leur interrogation, de présenter aussi leur constat. Donc nous avons Jean-Luc Buchot, donc du Cercle Promodule, qui est délégué général du Cercle Promodule et qui nous accompagne aussi énormément sur toutes les questions d'innovation et de solutions techniques. Nous avons Eva Fringamon, également avec lesquelles nous travaillons à la métropole du Grand Paris sur les écoles, donc qui est chef du pôle énergie et climat à la MGP, la métropole du Grand Paris. Gladys Freyermuth, que voici également, bonjour, chargée de mission transition énergétique et ville durable à la région Île-de-France. Donc merci beaucoup pour votre présence. Alexandra Ringo-Botman, qui est ici chez Allo Hub des territoires, et donc l'innovation, ça la connaît aussi, puisqu'elle est responsable innovation et transition des territoires à la Banque des territoires. Guillaume Sévère, directeur des participations BPI France, que vous avez entendu en introduction. Et enfin, Didier Cyr, directeur des services à la ville de Charenton. Bon, très bien, merci. Merci à tous pour votre présence. Alors, on va commencer par le premier pitcher. Donc, c'est Hugo. Hugo Bonnet, directeur général de Cyclope, qu'on va accueillir. Je vous en prie, venez. Alors vous êtes le premier à passer, donc allez-y, la scène vous appartient. On compte aussi sur vos questions juste après. Allez-y Hugo. Oui, je crois qu'il faut garder celui-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc Hugo Bonnet, je suis le directeur général de CycleUp et là je vais vous parler de réemploi. Puisque CycleUp, c'est une entreprise qui depuis 2017 fait une seule chose, c'est qu'on essaye de massifier la pratique du réemploi dans la construction. Donc pour ça, on s'appuie sur 3 piliers. Aujourd'hui, on a une équipe études et conseils qui fait de l'AMO, qui fait du bureau d'études, qui accompagne les projets, tous les projets de l'immobilier, tous les projets de construction, à mettre en œuvre des démarches de réemploi dans les projets. Une démarche de réemploi dans un projet, c'est assez simple. Quand on est sur de la déconstruction, de la rénovation, on commence toujours par un diagnostic PEMD. J'aimerais faire un sondage. Qui sait ce qu'est un diagnostic PEMD dans la salle ? C'est pas trop mal. C'est un diagnostic du coup qui est obligatoire pour toute surface déconstruite ou rénovée de plus de 1000 m². Si vous ne le faites pas, c'est 50 000 € d'amende. Voilà. Bon, après, il faut le faire aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire mettre en œuvre une démarche de réemploi, puisque c'est le diagnostic, c'est la première chose qui va permettre d'identifier, caractériser tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi derrière. Donc ensuite, on intervient dans les phases conception, dans les phases de travaux, tout ça pour être cette béquille pour les maîtrises d'œuvre, les entreprises, les maîtrises d'ouvrage, à mettre du réemploi sur les projets. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est encore lié au fameux diagnostic, c'est qu'on a développé une application de diagnostic PEMD, donc Diagit. Vous pouvez la télécharger, c'est en libre accès. Vous pouvez diagnostiquer votre hôtel particulier ce soir en rentrant chez vous. C'est tout à fait possible, mais ça sert aussi à faire du réemploi. Et la troisième chose, et c'est peut-être cela dont j'aimerais vous parler tout particulièrement aujourd'hui, c'est qu'on fait du commerce de matériaux de réemploi, c'est-à-dire que nous achetons des produits bruts et nous vendons des produits reconditionnés. Encore une fois, là j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de reconditionnement de matériaux de construction ? Oui, beaucoup de mains levées, je suis ravi. Nous, on le fait sur quelque chose qui n'est pas très sexy, on le fait sur des toilettes.
on le fait sur tout ce qui est équipement de céramique blanche et on le fait dans un but d'industrialisation. Et j'insiste sur ce terme parce que on considère que le réemploi, pour que ça, on passe un cap, pour qu'on arrête de penser que c'est quelque chose d'artisanal qui est bidouillé un peu dans son coin, on a besoin aujourd'hui de rentrer dans une phase d'industrialisation. Nous sommes, nous, Cycle Up, en tout cas sur les sanitaires, dans cette optique-là. Nous avons d'ailleurs, si on parle d'industrie, un petit coup de tampon CSTB bientôt, via le signe qualité récupère. On faisait partie de la promo initiale. On a des produits qui sont garantis. 2 ans, notre assureur, la SMA BTP qui nous suit depuis le début le fait. On a des produits qui ont un impact carbone calculé via notre partenaire Rainbow. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on met en œuvre un matériau de réemploi, on économise tant de carbone. Alors, petit tips, dans l'Aéro 2020, l'impact carbone d'un matériau de réemploi, c'est 0. Donc c'est encore plus simple. Il n'y a aucune raison de ne pas en mettre, finalement. Voilà. Et on a surtout des produits qui sont reconditionnés ici, en France. Donc notre première usine, elle était à Noisy-le-Sec, on vient de déménager. Donc on est toujours à Noisy-le-Sec, mais on était un peu à l'étroit puisqu'on a fait 700 pièces en 2023. L'année dernière, on en a fait 3000. Cette année, on va en faire 5000. Mais l'année prochaine, on va en faire 15 000. Et donc ce site de Noisy-le-Sec, on a besoin de s'étendre. Donc on a un nouveau site de production et surtout, on est en train d'ouvrir 2 nouveaux sites. Un à Léquin et un autre à Vénissieux, donc Lyon et vers Lille. Et on le fait cette fois dans une démarche un peu particulière puisqu'on le fait 100% en insertion. On va travailler avec Vita Service, groupe Vitamine T à Lille et avec Sphère, groupe Estime à Lyon pour ce faire. Donc en plus d'avoir des matériaux bas carbone, vous aurez aussi des matériaux dans lesquels nous avons eu des démarches d'insertion. En tout cas, toutes les personnes qui ont œuvré dans le reconditionnement à l'intérieur seront des personnes en insertion. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vous achète tous vos toilettes. Si vous avez des toilettes, vraiment, en ce moment, on vous les achète tous, puisqu'on a un gros problème de gisement. Alors, quand je dis toilettes, c'est tous les équipements de céramique blanche. Donc, les lavabos, les colonnes, les receveurs de douche, etc. On les amène dans nos ateliers. On enlève toutes les pièces d'usage. Et on écarte toutes les pièces en céramique qui auraient été fracturées ou alors où il y a une petite fissure, un petit éclat. On les nettoie intégralement. On vient repositionner les composants qui sont pour le coup neufs. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui le plastique se réemploie très mal. Et ensuite, on vous livre directement sur vos chantiers comme un produit classique, puisque toujours dans cette démarche d'industrialisation, notre volonté, c'est vraiment de s'inscrire dans les mêmes procédés, la même chaîne de valeur qui existe dans l'économie linéaire. Et donc, on se substitue à un distributeur ou un fabricant. On ne se substitue pas, puisqu'en fait, nous-mêmes, on travaille avec des fabricants et avec des distributeurs, puisqu'on est distribué chez CDO, chez Leroy Merlin, chez Sider et d'autres. Et nos grands comptes et nos grands clients sont des Bouygues, des Eiffage, etc. Voilà. Je vous ai un peu parlé de réemploi. Si vous avez des questions, je crois que j'ai fait 5 minutes tout pile. C'est ça? Voilà. Et ben, je serais ravi d'y répondre. Incroyable. Merci beaucoup. 5 minutes, en effet. Bravo. Alors, des questions vont arriver. Donc, vous évitez que les collectivités payent 50 000 €, c'est ça? En fait, vous faites les économies de ce type de mésaventures? Alors non, très honnêtement, j'ai pas envie de mentir, nos produits coûtent le même prix que des produits milieu de gamme. Okay, voilà, c'est pas on les vend pas moins cher aujourd'hui, mais pour une simple raison, c'est que ça coûte plus cher de fabriquer et de reconditionner en France que de le faire en Chine et de les amener depuis la Chine. Voilà. Donc, par contre, vous aurez des économies carbone et des économies et impact local. Ce qui est un très bon point. Oui. Est-ce qu'on veut commencer par des questions? Est-ce que notre jury a une première question pour lancer le débat, la discussion? Des remarques? Est-ce que vous avez été convaincu? Oui. Hop. Bougez pas, Guillaume. Première question. Merci beaucoup pour ce pitch, très bon pitch, efficace. Je voulais savoir si est-ce qu'une boucle fermée serait envisageable pour les bâtiments scolaires et si oui, comment? Alors oui, et c'est ce qu'on fait dans aujourd'hui 30 à 40% des cas. Donc du coup, on intervient, on ne rachète pas et on ne revend pas. Le matériau reste propriétaire donc de la maîtrise d'ouvrage ou de l'entreprise et on les récupère. Par contre, on ne fait pas ça sur site. Très honnêtement, si on veut rentrer dans une idée d'industrialisation, j'utilise beaucoup ce terme. Le faire sur site, c'est pas dans nos process. Nous, on calcule des temps gamme, on calcule de la marge sur du coût de revient. Donc, on a besoin de l'amener dans nos usines et ensuite de le remettre sur le projet. Et donc, directement, vous nous appelez.
on arrive, on vient récupérer vos produits, on peut même les déposer si vous voulez, et ensuite on les reconditionne chez nous, on les ramène sur le site et ils sont reposés par l'entreprise classique. Ok, merci. Merci beaucoup. Deuxième question, Jean-Luc. Hop. En dehors des sanitaires, voilà, y a-t-il dans la hiérarchie des matériaux, des équipements, justement des matériaux et équipements qui peuvent être aussi réutilisables dans des projets de rénovation, et alors du coup, puisqu'on est ici pour parler des écoles en milieu scolaire? Oui, c'est vrai que je vous ai parlé beaucoup de sanitaire, mais à côté de ça, nous, on a tout un ensemble de partenaires reconditionneurs et notre but à nous, c'est de les faire vivre, puisqu'on leur amène des produits bruts issus de chantier de notre passé de marketplace. On avait une marketplace, en fait, à l'époque. Et donc, très concrètement, vous allez pouvoir trouver des choses sur les portes. Attention au prix, ça coûte plus cher. Les luminaires, très bien. Tout ce qui va être tous les BAES, les blocs de secours, il n'y en a pas ici, mais c'est pas très grave. Les revêtements de sol, on va commencer sur du parquet, mais aujourd'hui, les filières, par exemple, sur du revêtement de sol souple en PVC, ça se fonctionne. Nous, on intervient dans la partie conseil et études, en conseil d'industriels qui veulent se lancer dans le reconditionnement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Dans l'extérieur, vous pouvez tout faire, pratiquement. Voilà. J'ai une liste... Merci beaucoup. Allez-y, à votre gauche, Gladys. Merci. Oui, une petite question. Quels sont les axes de votre stratégie pour les 3 prochaines années? D'ouvrir 25 usines et de reconditionner 60 000 sanitaires. Non, mais c'est un peu en blaguant, mais c'est un peu l'idée. La référence de juste sanitaire la plus vendue sur Leroy Merlin par an, c'est 60 000 unités. Nous, avec nos 5 000, on est un peu des rigolos. Si on a envie vraiment d'avoir un impact et de vraiment faire changer les choses, on a besoin de monter en capacité. Et donc, quand je dis d'ouvrir des usines, c'est parce que moi, je crois beaucoup dans les petites usines locales qui viennent desservir vraiment localement les chantiers. En plus, si on peut le faire en insertion, puisque c'est un peu notre modèle maintenant, toutes les usines qu'on va ouvrir sont en insertion, je pense qu'on aura gagné. Et on continuera à faire du conseil et des études parce que c'est aussi un vecteur de formation et de sensibilisation auprès de tous les acteurs de la construction. On intervient partout en France. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? 2 questions. Hop, allez-y Eva. Moi, ok. Merci beaucoup pour le pitch. Moi, une question plus du point de vue rénovation des écoles et la manière dont les collectivités peuvent intégrer votre solution, notamment de sanitaire. Déjà, est-ce que c'est possible à l'échelle d'une école? Est-ce que vous avez suffisamment de disponibilité, j'imagine, d'un même modèle, parce que c'est plus simple pour les collectivités de choisir un modèle unique? Et puis surtout, comment les collectivités peuvent assez simplement intégrer ces critères de matériaux de réemploi dans leur marché aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des façons simples de le faire, ou est-ce que c'est quand même un sujet juridique encore complexe? Alors, déjà, je vais remercier la MGP parce que c'est grâce à vous qu'on ouvre notre nouveau site à la Noisy-le-Sec. Voilà. Je remercie aussi la BPI qui nous aide par ailleurs, d'une autre manière. Alors, pour la première question, comment faire concrètement... Non, ça c'était la deuxième, pardon. Comment faire concrètement sur un projet? Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est que moi j'ai déjà proposé à EduRénov de vous envoyer des clauses types. Enfin, d'envoyer des clauses types de comment est-ce qu'on fait pour déposer, comment on fait pour prescrire et surtout comment on fait pour l'inscrire dans les pièces de prix. Je vais parler un tout petit peu technique. Il y a 1000 façons de le faire. La manière la plus facile pour moi, c'est des marchés mix BPU, DPGF. Avec le BPU, le réemploi, et les DPGF, le classique. Voilà. Mais tout ça est écrit dans le cahier. Pour ce qui est de comment est-ce que vous, en tant qu'acteur public, vous pouvez prescrire du réemploi, en réalité, c'est tout à fait faisable. Pour information, l'équipe conseil et études, on a fait plus de 1000 projets depuis 7 ans. Et 50% de ces 1000 projets sont des projets publics intégrant de la commande publique. Donc on l'a déjà fait. Et très concrètement, toutes les questions que vont se poser un acteur public, on a déjà eu un peu les réponses derrière. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez même vendre des matériaux vous-même, même si je vous conseillerais de passer directement par l'entreprise de déconstruction et de curage, de le mettre dans son marché. Vous lui dites déposez, vendez. Et de l'autre côté, quand vous demandez à mettre en œuvre des matériaux, la seule chose qu'il vous faut garder en tête, c'est de pouvoir laisser une option. Alors, c'est pas vraiment une option, mais c'est pour ça que je parle de BPU, de neuf et de réemploi. On ne peut pas dire on fait que du réemploi ou que du neuf.
Un levier pratique, pardon, c'est un peu technique, mais c'est le lot réemploi. Très bien. De faire un lot à part qui est uniquement dédié à la fourniture de matériaux de réemploi, qui souvent dans une école on a encore d'états séparés, qui vient du coup fournir les entreprises de pose en matériaux de réemploi. Comme ça, vous avez une mainmise sur la fourniture et vous pouvez derrière avoir une meilleure visibilité sur la suite. Voilà, je crois que j'ai oublié votre première question. Est-ce que vous avez assez pour faire Alors, énormément de rénovation d'école ? Oui, on a assez. Nous, on fournit ça rejoint ma question, c'est pour ça, elle m'a un peu volé ma question. Allez-y, c'est exactement ça, c'est une notion d'échelle. C'est à partir de quand vous déplacez-vous nous, maîtres d'ouvrage public, on a rarement des grands projets d'école, on a plus régulièrement des petits projets avec 2, 3, 5 appareils sanitaires. Vous parlez d'industrialisation, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, parce que moi, ce que je suis en train de construire, c'est un véritable réseau de collecte. Donc, et alors, en fait, c'est pas à partir de combien, c'est un peu où. Ça en dépend de l'endroit où on a commencé à constituer ce réseau. Parce que du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des logisticiens qui font des tournées. Donc, ils viennent récupérer 3 toilettes là, 3 toilettes là, 4 toilettes là, etc., etc. Pour simplifier ça, on travaille aussi avec les distributeurs pour installer des zones de collecte dans leurs agences. Dans les agences CDO, dans les agences .P, mettre des collecteurs. Donc pour tout ça, pour pouvoir créer des logistiques un peu circulaires, de pouvoir petite échelle à grande échelle et pouvoir arriver chez nous. Avec la souplesse du calendrier qui fait que vous entrez dans un planning chantier pas toujours très simple et sur lesquels les maîtres d'ouvrage sont toujours très exigeants sur leur suivi. Mais c'est le but de faire comme si on fait du neuf. C'est que nous, on s'inscrit là-dedans. Et je voudrais juste prendre un sujet, c'est la question de l'homogénéité du gisement. C'est moi, on ne vend jamais une référence de cuvette sur pied. On vend une cuvette, un pack WC sur pied et peu importe la marque. Et voilà, parce que le trou d'évacuation il est toujours au même endroit, les trous de fixation ils sont toujours au même endroit, donc, et rarement on va voir la toilette d'à côté. Parfait, merci beaucoup. Merci Hugo. Dernière question de Alexandra, allez-y. Juste pour entendre ce qui est pour vous l'aspect le plus innovant de votre projet. L'aspect le plus innovant, c'est de changer la manière de fabriquer aujourd'hui des matériaux, c'est qu'on ne les fabrique plus, on les reconditionne. Et ce qui a été fait très bien sur aujourd'hui les téléphones, vous avez tous des téléphones reconditionnés j'imagine, et ben aujourd'hui c'est très peu fait sur les matériaux de construction, c'est en ça qu'on est innovant. Très bien, merci beaucoup Hugo. Hop. Vous pouvez garder le micro. Merci beaucoup. Et je crois qu'on ne se quitte pas complètement puisque demain on se revoit pour un webinaire sur la gestion des déchets et des réemplois. Merci beaucoup. Alors, on va passer au deuxième pitcher, donc à Mathias de Well Up Préfa. Donc, je vous laisse la parole également et ensuite on prendra 2-3 questions du public. Ça vous va bien ? Hop. Merci. Du coup, moi, je vais vous présenter un matériau directement. Donc, on est fabricant industriel de panneaux en ossature bois avec un remplissage en béton de chanvre. Qu'est-ce que ça correspond à un béton de chanvre ? Eh bien, un béton de chanvre, ça va être un matériau qui est composé d'un liant, qui est de la chaux, et un élément qui va être un granulat, qui est de la chaîne-vote, qui est la partie rigide du chanvre, et qui va être du coup implémenté directement dans un atelier. Donc, on va directement être fabricant, on va faire le mélange à l'atelier. On est vraiment optimisé pour pouvoir faire un mélange qui est... on m'entend bien, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas très bien. On vous entend très bien. Très bien. Ça marche. Donc du coup, on va vraiment fabriquer avec un malaxeur directement le produit. L'idée de notre système, c'est d'amener un matériau qui justement va décarboner la construction. On l'a évoqué pas mal de fois avant. L'idée aujourd'hui, c'est d'amener des matériaux qui sont propres, sains sur les chantiers. Alors nous, on n'est pas directement dans la rénovation pour le moment, on est vraiment placé sur le neuf. Et notre objectif, justement à long terme, on a parlé des objectifs et des ambitions qu'on veut réaliser, notamment via notre panneau préfabriqué, on veut aller sur la rénovation. Pour aller sur la rénovation, il faut passer par la certification. Donc là, on travaille notre ATEX pour notre produit neuf et qui permettra d'aller empiéter après sur le marché de la rénovation. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du neuf et du fait que ça va être amené à s'amenuire et à grandement se réduire. On veut aller du coup sur ce marché-là pour pouvoir justement pallier à cette contrainte. En termes d'exemples qui sont réalisés auprès de Well Up vis-à-vis des marchés qu'on évoque aujourd'hui, on a déjà réalisé de nombreux ALSH, notamment dans notre périphérie, puisque nous on est en Seine-et-Marne. Donc on a travaillé sur une zone comme Triport, Mourou, Saint-Vise, des petites villes sur lesquelles on a implanté des nouvelles parties des écoles, donc des extensions notamment, qui peuvent rentrer dans cette branche de rénovation. Et donc l'idée c'est d'amener un matériau qui a
besoin de peu d'énergie. On va avoir un matériau qui est vivant, qui a une inertie thermique naturelle et qui va justement réduire les besoins énergétiques. Donc on a parlé de ce gros sujet justement de réduction de carbone, ça passe aussi par cette réduction des énergies utilisées. Et donc notre matériau, donc on fabrique directement tout à l'atelier. On a une unité qui est capable de produire 20 000 m² par an. Donc on a vraiment une capacité de production assez importante pour notamment aller acheminer les différents panneaux. Donc initialement, on a notre première unité en Seine-et-Marne à côté de Coulommiers. Alors ça va pas trop vous parler, donc je vais plutôt vous prendre comme exemple Disney, qui parle un peu plus souvent. Et donc du coup, cette unité, l'objectif aussi, c'est de dupliquer le modèle sur d'autres régions en France et de pouvoir mailler un peu toute la France, donc d'essaimer. Et cet essaimage, il se fait du coup après avec des acteurs locaux. Donc à chaque fois, on va chercher une chanvrière locale, un acteur local qui veut poser et travailler l'approche du produit pour pouvoir justement créer en circuit court cette production. Donc nous, on est implanté directement juste à côté d'une chanvrière qui est du coup aussi en Seine-et-Marne. On est à une production de chanvre qui est à moins de 50 km de l'atelier. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on a créé un circuit très court pour justement limiter l'impact du carbone aussi sur le transport de la matière première. Donc on utilise de la chêne-vote française, on va utiliser de la chaux aussi française qui est la chaux de Saint-Astier, et puis on utilise du bois français un maximum. Dans le cas où on a une pénurie du bois français, parce que parfois on sait que les gestions des forêts françaises ne sont pas toujours optimisées, on va aller utiliser du bois allemand, qui est un bois de très bonne qualité, qui est aussi un bois qui est très proche de nous. Donc voilà, on ne fait pas transporter des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde. L'idée, c'est de produire localement, produire français, amener des matériaux français sur la construction pour justement essayer de réindustrialiser notre territoire avec des systèmes qui sont un savoir-faire français. Parce que le chanvre, c'est une matière qui a été utilisée par le passé, anciennement. Juste un petit élément qui peut aussi vous donner un peu cette échelle d'utilisation du chanvre. Avant les grandes guerres mondiales, on avait 180 000 hectares de chanvre sur le territoire français. Donc on faisait un peu tout avec le chanvre. C'est un savoir-faire qui s'est perdu un petit peu dans le temps, mais qu'aujourd'hui on est en train de remettre au goût du jour, et notamment dans la construction. Donc l'objectif, c'est produire chez nous et abonder les marchés locaux. Aujourd'hui, sur l'Île-de-France, on a depuis 2021, l'inauguration de l'atelier, réalisé une trentaine de projets au global, et une grosse partie sur l'Île-de-France. On va être à 80% de marché sur l'Île-de-France et une partie dans d'autres régions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, avec plaisir pour vous répondre. Alors, vous restez là. Est-ce qu'on peut prendre 2-3 questions qui se lancent pour interroger Mathias? Eva, Jean-Luc, allez-y. Eva, allez-y. Le micro, on va le faire passer. Hop. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai quelques questions plutôt orientées adaptation au changement climatique. Déjà, la première, est-ce que le chanvre est un produit, enfin une plante qui est bien adaptée à l'évolution de notre climat, ou est-ce que ça peut potentiellement poser un enjeu à court ou moyen ou long terme? Et le deuxième, c'est est-ce que les panneaux que vous proposez permettent également une isolation à la chaleur et peuvent répondre notamment à l'enjeu des surchauffes dans les bâtiments? Alors déjà, pour la première réponse, oui, le chanvre, c'est une plante qui peut très bien s'adapter au changement climatique, parce que c'est une plante qui n'a pas besoin justement d'eau ou de chaleur spécifiquement. Elle va s'adapter à son climat, parce qu'elle va chercher d'elle-même les nutriments dont elle a besoin dans la terre. Elle va fracturer le sol pour aller chercher ce dont elle a besoin. C'est une plante aussi qui va se protéger des différents nuisibles et qui n'a pas besoin de produits phytosanitaires ou autres pour se protéger. Donc on peut la faire pousser un peu partout dans le monde, et notamment par le savoir-faire français, en fait, on travaille des semences qui sont adaptées aux différentes zones géographiques. Donc sur ce point-là, on n'a pas vraiment de souci à se poser sur l'évolution du climat. Le deuxième sujet, donc, c'est un matériau, le béton de chanvre, qui a une inertie thermique, et donc qui va, en fonction du climat ambiant, en période hivernale ou en période estivale, s'adapter à l'environnement et générer de la chaleur en hiver, réduire la sensation de chaleur en été. Donc en fait, c'est un matériau qui justement va s'adapter à son climat et va permettre de réduire les besoins énergétiques. Donc c'est là où justement il permet d'aller bonifier le bâtiment, et notamment une école. On sait bien le vecteur social que c'est. Donc il y a aussi un intérêt du coup par l'adaptation aux besoins énergétiques, mais aussi il y a un élément que moi j'aime bien aussi mettre en avant, notamment parce que dans le passé, on a utilisé beaucoup d'amiante dans des lycées par exemple, où on a empoisonné les jeunes populations. Avec le matériau béton de chanvre, on a un matériau qui n'enferme pas de cove. Donc on a un matériau qui est propre et qui est sain, et qui, pour du coup, les populations qui vont être dedans, quand on pense à nos enfants, c'est important de se dire qu'ils vont être dans une bonne ambiance. Et donc ça, c'est aussi un élément hyper important, c'est qu'avec des matériaux comme le chanvre, on vient bonifier tout l'intérêt d'un matériau. Pas que le côté énergétique, mais aussi le côté social et santé.
Merci. Est-ce qu'on peut prendre une question du jury? Allez-y. La prochaine, c'est pour vous. Pardon. Oui, c'est une question avec plusieurs choses dans la question, mais épaisseur des murs, résistance thermique de la paroi, quelle est la nature des faces externes et internes? Est-ce que c'est en bois ou est-ce qu'il y a d'autres revêtements qui sont appliqués dessus? Sur l'inertie, pas de souci, c'est très clair. Et après, comment on gère les interfaces quand on fabrique un atelier? Ok. Alors, j'aurais peut-être besoin de vous pour me rappeler quelques points au fur et à mesure. Allez-y. Donc, je vous ai dit, il y a une question, il y a plein de choses dedans, mais c'est pas grave si vous répondez pas. C'est parfait parce que ça, du coup, ça reprend les éléments que moi, j'ai pas forcément évoqués. Donc, sur l'épaisseur, elle peut être variable. On va travailler plusieurs types d'épaisseur. On va dire que le conventionnel sur lequel on travaille, c'est 32 cm d'épaisseur pour l'ossature bois et le béton de chanvre, ce qui donne une épaisseur globale qui va être aux alentours de 38-39 cm avec les revêtements. Ça nous donne une résistance thermique qui sera de 5, donc ce qui est tout à fait parfait pour travailler sur les différents projets, notamment au fur et à mesure des évolutions des RE. On ne parle plus forcément de R à proprement parler, mais plutôt d'un confort global des constructions qu'on va générer. Donc, ça nous permet de travailler sur tout type de projet. Les revêtements, on va travailler sur des revêtements extérieurs enduits ou bardage, en fonction des projets, en fonction des matériaux que vous voulez utiliser. Un enduit toujours à la chaux. En ce qui concerne les bardages, ça va être les bardages qui s'appliquent sur de l'ossature bois. Le béton de chanvre n'est que isolant, mais pas du tout structurel. Donc, tout ce qui va reprendre la charge, ce sera l'ossature bois, et donc tout sera fixé sur cette ossature bois. En intérieur, en termes de parement, on va avoir une plaque de plâtre, qui est une plaque de signate, qui est un matériau perspirant, donc on ne freine pas l'inertie thermique, justement. Et je ne sais plus si vous aviez un dernier élément de question. C'est déjà bien, vous êtes quasiment rappelé de tout. C'était juste une question plus technique sur l'interfaçage. Oui, les connexions entre du coup, le panneau et la structure, alors ça va être des éléments assez classiques de l'ossature bois, donc des équerres, des vis, des pièces métalliques en fait, tout simplement. C'est aussi l'idée de notre matériau, c'est pas forcément de révolutionner ce qu'on a pu déjà utiliser, travailler, mais de se caler sur ce que l'ossature bois propose pour amener un matériau qui puisse se mettre en place assez simplement. Voilà. Merci beaucoup Mathias. Et promis Didier, je n'oublierai pas votre question sur le prochain pitch, si ça vous va bien. Merci beaucoup. Merci. On aura un temps tout à l'heure pour se parler, évidemment. Alors, le troisième pitcher, donc Ethan Lévy, je vous propose de nous rejoindre. Hop, vous avez le micro. Allez-y, c'est à vous. Alors, merci beaucoup Lia. Bonjour à toutes et à tous. Ethan Lévy, je suis architecte et cofondateur de Roofscapes. Nous, on est une start-up d'architecture qui travaille sur l'adaptation des bâtiments existants face au changement climatique depuis quelques années. On a été lancé au MIT et on est basé à Paris désormais. On a eu le plaisir d'être accompagné par la ville de Paris, la région Île-de-France, BPI France, le CEREMA et l'ADEME, entre autres, sur le développement de notre solution. Et aujourd'hui, on ne vend pas tellement un matériau, mais plutôt un processus, parce qu'on s'est aperçu que sur les questions d'adaptation au changement climatique et notamment de confort d'été, les techniques n'étaient pas forcément révolutionnaires, mais que ce qui bloquait, c'était davantage des questions de diagnostic, de conception, de réglementation, parfois de technique et aussi de financement, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc nous, avec Roofscapes, on vend davantage des missions de maîtrise d'œuvre ou d'AMO pour des maîtres et maîtresses d'ouvrage qui ne savent pas forcément comment s'y prendre pour adapter un bâtiment qui surchauffe, notamment en période estivale. Le premier constat qu'on a fait quand on a lancé Roofscapes, c'est que, évidemment, on s'est beaucoup concentré jusqu'à présent dans tout ce qui est rénovation à lutter et adapter nos bâtiments face à un climat hivernal qui est de moins en moins froid. Et on se rend compte tout à coup qu'en été, on a des surchauffes. Et donc nous, la conviction qu'on a développée chez Roofscapes, c'est qu'il y a évidemment besoin de continuer à isoler là où ça n'a pas encore été fait, mais qu'il y a aussi besoin de plus en plus de venir ombrager des surfaces de bâtiments qui ne le sont pas et qui peuvent être nocives quand elles ne sont pas ombragées pour l'intérieur des bâtiments. Donc, on a regardé l'ensemble des surfaces qui constituent les bâtiments et on s'est focalisé sur les toits, notamment les toits en pente qui étaient un peu laissés de côté jusqu'à présent pour différentes raisons techniques, patrimoniales, des questions d'accès et d'usage aussi. Et on a beaucoup travaillé sur l'adaptation des toits en pente, et notamment des toits en zinc et en ardoise à Paris.
On a développé un système de plateforme biosourcée, de plateforme en bois, qui permet, dans un premier temps, de venir ombrager ces toits qui, à cause de leur matérialité, avaient tendance à pas mal le surchauffer, notamment en été. Et une fois que ces plateformes sont déployées, on pense qu'il y a vraiment matière à mettre en œuvre des usages et des utilisations plurielles au niveau des toits et plus globalement au niveau des surfaces des bâtiments. Donc nous, on vient aussi végétaliser pour faire de la rétention d'eau et renforcer la biodiversité urbaine. Et enfin, on pense que l'adaptation au changement climatique, il n'y a pas de raison que ce soit seulement un geste technique, mais on pense que c'est très important qu'il y ait aussi une dimension d'usage pour que les personnes qui habitent ou qui travaillent à l'intérieur de ces bâtiments puissent utiliser, profiter et accéder à de nouveaux espaces. Donc nous, dans nos projets, il y a toujours cette dimension qu'on puisse sortir à l'extérieur sur de nouvelles surfaces. En 2024, on a fait un projet pilote avec la ville de Paris qui se situe à l'Académie du Climat, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. C'est un projet qui, pour nous, a été très utile pour comprendre l'impact de ce qu'on fait et notamment pour mesurer que lors d'un pic de chaleur à l'été 2024, on a pu, en ombrageant et en végétalisant la toiture, réduire les températures de surface sur le zinc de 32 degrés et surtout de réduire à l'intérieur du bâtiment, dans les combles, les températures de 17 degrés. Donc voilà, de manière complètement passive. Tout à l'heure, on parlait de ce qu'il faut plutôt mettre en place des systèmes actifs, plutôt des systèmes passifs. Et évidemment, il y a souvent besoin de faire les deux, mais on pense déjà que si la situation de départ est moins catastrophique parce qu'avec des systèmes passifs, on a pu s'adapter, c'est pas trop mal. Aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de propriétaires publics et privés sur de nouveaux projets. Et côté public, ça va être aussi bien des bailleurs sociaux que des collectivités sur du bâti scolaire, donc notamment projet avec la région Île-de-France sur un lycée dont on est très, très content et qu'on se réjouit de construire prochainement. Et à présent, avec Roofscapes, on est en train d'élargir la démarche qu'on a initiée pour l'adaptation des toits à l'ensemble de l'enveloppe des bâtiments existants. Donc voilà, on regarde aussi maintenant des projets en façade, en sous-sol et bien sûr toujours en toiture, avec l'idée qu'en 2026, on va sûrement basculer d'un modèle de maîtrise d'œuvre à un modèle de contractant général sur au moins une bonne partie des projets. Voilà, à votre disposition si vous avez des questions. Et bien sûr, nous, on fait beaucoup de visites de nos projets et de notre projet pilote avec la ville de Paris à l'Académie du Climat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler tout à l'heure et on sera ravis d'organiser ça. Merci beaucoup, Ethan. Alors, une question, allez-y. Oui, j'avais... J'avais une première question sur l'occupation de nos toitures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont concurrents pour les occuper, avec des fonctions très diverses, notamment un qui est le panneau photovoltaïque. Comment vous vous positionnez par rapport à ce très grand concurrent pour lesquels on est très sollicité, maître d'ouvrage public ? Oui, alors nous, on ne voit pas forcément ça comme un concurrent. Aujourd'hui, avec Roofscapes, on a le plaisir de faire partie de 2 projets de recherche européens sur le futur des toits. Un premier qui s'appelle Multiroof, un deuxième qui s'appelle Artes. C'est des projets auxquels la région Île-de-France et la ville de Paris participent également, aux côtés d'autres collectivités territoriales européennes. Et aujourd'hui, ce qu'on développe dans ces projets, c'est comment en fait on passe d'un paradigme où en toiture et finalement sur beaucoup de surfaces qu'on ne va pas venir utiliser très couramment. Comment on passe d'un paradigme où on a un seul usage à la fois, où on va mettre de la peinture blanche, où on va mettre de la toiture végétalisée, où on va mettre du photovoltaïque. Comment en fait on passe de ça à quelque chose où on va pouvoir combiner les utilisations et tout au long de l'année avoir en permanence un ou plusieurs usages qui sont possibles. Donc par exemple, sur l'un de ces projets, on est en train de développer un système de pergola photovoltaïque en dessous duquel on a des espaces accessibles, de la rétention d'eau pluviale et des espaces végétalisés. Donc c'est vraiment l'idée d'intégrer ces systèmes et c'est pour ça que nous on n'est pas forcément attaché de manière obtue à un seul procédé technique, mais on est vraiment ouvert pour favoriser et débloquer cette adaptation des bâtiments sur des questions de diagnostic, de réglementation, de financement qui ne sont pas toujours très très claires pour beaucoup de maîtrises d'ouvrage avec qui on travaille. Ça vous convainc ? Oui, parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses très complémentaires et qu'on ne doit pas travailler en silo, mais comme vous l'avez très bien dit, effectivement, on peut capter les rayons solaires avec le panneau solaire et avoir la rétention d'eau et l'isolation par les produits que vous développez. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question dans le jury ? Ouais, hop.
Merci beaucoup. Comment, sur des bâtiments anciens comme sur les écoles, là où il y a un parc qui est quand même très ancien, vos solutions vont s'interfacer, vont réussir à se positionner, et comment vous allez finalement assurer l'étanchéité de la toiture qui est très ancienne. Moi, je l'ai vécu sur une surélévation dans mes bureaux, où effectivement j'ai souffert pendant 6 mois de fuites très larges d'étanchéité, et c'est quand même pénible quand on est usager. À cause de travaux De surélévation, ok. alors c'est connexe. Pendant la mais- période des travaux, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok. Non, c'est une excellente question. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, nous, comme on a commencé à travailler sur une certaine typologie de toiture qu'on commence à bien connaître et à bien comprendre, on s'aperçoit qu'il y a plein de bonnes raisons de continuer à faire ce type de couverture ou d'étanchéité, selon les cas. Et notamment que c'est des produits à la base qui arrivent assez bien à garantir ce caractère étanche entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Donc nous, on va venir ajouter et adapter, ombrager par-dessus. On va intervenir la plupart du temps depuis l'extérieur, avec un impact très très réduit au niveau de l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, donc quand on va venir percer à travers la couverture. Donc sur nos projets, typiquement, on va avoir quelques jours où on a besoin de mettre en place des systèmes temporaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau ou d'autres choses qui entrent à l'intérieur des bâtiments, mais c'est pas trop un retour des situations qu'on a où pendant 6 mois, les usagers sont en incapacité d'être à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question. Gladys. Hop, non, je vous en prie. Je vous attrape ici. Merci. Une petite question pour savoir si c'est Roofscape qui fait l'aspect en fait étude technique avant l'installation, ou est-ce que c'est quelque chose que vous externalisez? Alors oui, nous on va faire, aujourd'hui, je pense que tout le monde dans cette salle est plus ou moins au courant. Le secteur de la construction en France est assez formalisé entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, BET. Nous, aujourd'hui, on a la capacité à faire de la maîtrise d'œuvre, donc on va faire tout ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Il y a parfois certains diagnostics qu'on ne peut pas faire nous-mêmes pour de différentes bonnes raisons réglementaires. Et donc, on va les sous-traiter ou les faire réaliser typiquement avec des maîtrises maîtrises d'ouvrage publiques par des accords cadres ou autres. Donc, voilà, on va faire le plus possible, et quand on le fait nous-mêmes, organiser pour que ce soit fait, mais on ne va pas non plus tout faire nous-mêmes parce que on n'a pas la science infuse là-dessus. Très bien, merci. Merci beaucoup. On va passer, merci Ethan. On va passer au deuxième pitcher, donc Rémi Perroni, président de Kailey Energy. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Rémi Perroni, je suis le président et l'un des cofondateurs de Kailey. Moi, je vais vous parler de climatisation, plutôt d'anti-climatisation. On aime bien dire qu'on fait l'anti-clim. Pour parler un petit peu du sujet du jour, rénovation, adaptation, je vais aussi parler donc climatisation. Et on le voit souvent, en tout cas, la première chose qu'on fait quand il fait chaud, c'est mettre la clim. La clim, c'est l'exemple parfait de maladaptation. Ça rejette de la chaleur extérieure, ça consomme beaucoup d'énergie, et ça vient de l'autre bout du monde. Si on fait le parallèle avec les établissements scolaires, en fait, ce qu'on voit, c'est que, selon moi, il y a 3 problèmes. Le premier, qui est le plus important, c'est la tendance climatique. Il fait de plus en plus chaud. Et on intervient quasiment, pas quotidiennement, mais en tout cas quasiment, on va dire quotidiennement, sur des bâtiments dans lesquels il fait plus de 28 degrés. Donc le 30-35, on le voit souvent. On le voit très très souvent en tertiaire. Et moi, je prends l'exemple de mon fils. Dès qu'il fait plus de 28, les puzzles, il les termine pas. Donc on imagine bien que la capacité d'apprentissage et de concentration, elle diminue fortement. Donc ça, c'est un vrai problème qui est transversal à tous les bâtiments, mais y compris les bâtiments scolaires. Le second, si on prend l'exemple plutôt de la crèche, en fait, de la petite enfance, il y a un enjeu sanitaire. La PMI, donc la protection maternelle infantile, elle déconseille fortement la clim, tout simplement parce que ça assèche fortement l'air, et les publics fragiles, les jeunes, les moins jeunes aussi, ont des problèmes avec ça. Et le troisième, c'est la contrainte économique. La clim, ça coûte une fortune à l'usage, ça consomme énormément d'énergie. Et donc la question qu'on nous pose souvent, c'est comment on fait pour faire aimer rénovation, vivabilité des espaces. Donc on ne parle plus d'assurer le confort, mais souvent d'assurer juste la vivabilité des espaces pendant non pas 2 ans, mais plutôt 25. La seconde, c'est comment on fait ça pour que ce soit confortable, en tout cas sanitairement confortable pour les usagers.
Comment on fait pour que ce soit économique? Et souvent, maintenant, on rajoute bas carbone. Donc là, c'est pas évident. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez Kaeli. Kaeli, nous, on est une start-up deep tech industrielle. Alors, je ne rentrerai pas trop dans la technologie, mais on développe, on conçoit et on fabrique des gros dispositifs thermodynamiques, petits en fait, mais qui permettent de faire du froid à un coût carbone qui est très faible. Notre métier, finalement, c'est de faire la même chose que la climatisation, du froid. Par contre, on le fait d'une manière complètement différente. C'est comme la voiture thermique électrique, elles avancent, mais le moteur n'a rien à voir. Nous, on fait du froid, mais sur un principe qui n'est pas celui de Carnot, sur un principe adiabatique, indirect à point de rosée. Les mots importent peu, mais concrètement, on fait du froid en évaporant de l'eau sur un principe qui est vu comme le monde. On le fait juste d'une manière qui est beaucoup plus efficace qu'un système conventionnel, qu'un système évaporatif. On va plus bas en température et on fait ça sans humidifier l'air dans lequel on travaille, la pièce dans laquelle on travaille. Donc voilà ce qu'on fait. Si on parle des crèches, aujourd'hui, en tout cas actuellement, on a pas mal de retours en crèche. On a beaucoup de projets dans le pipe sur de l'école. On n'en a pas encore sorti, ça arrivera l'année prochaine. On a fait un gros focus en 2025 sur des crèches. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie demande de la part d'exploitants et de propriétaires, souvent publics, qui nous disent « moi je veux pas la clim, mais j'ai un énorme problème, il fait 30 degrés dans le bâtiment, comment je fais ?» Donc c'est là où on intervient. Et ce qu'on peut dire de manière assez brève en retour d'expérience, il y a pas mal d'articles et de sujets sur le site du CSTB, notamment dans les profils qui traitent de ce que l'on fait de retour. Mais d'une manière générale, ce que je dis moi, c'est qu'on garantit le confort RE 2020 dans des passoires thermiques, dans des bâtiments souvent des années 70, qui sont en très mauvais état. On arrive à respecter les normes de confort thermique estival du neuf, de la RE 2020, dans des bâtiments en mauvais état pour des coûts énergétiques qui sont de l'ordre de 40 à 70 watts. Donc voilà ce qu'on fait. Actuellement, en 2025, on a atteint les 100 000 heures de fonctionnement sur le terrain, donc on est très content de ce qu'on a fait. On a de plus en plus d'expérience dans le monde scolaire. On est surtout rentré par la partie crèche parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande et que ça va assez vite. Mais notre enjeu, c'est aussi se développer dans des bâtiments scolaires un peu plus grands. Et l'enjeu désormais, c'est de démontrer ce que l'on fait. Moi, je pense qu'il y a pas mal on a pas mal de retours d'expertise, mais en tout cas, c'est de le faire savoir pour justement montrer qu'effectivement, il ne faut surtout pas opposer le passif et l'actif. Il n'y a aucun bureau d'études sérieux qui dit que en fait, les solutions passives suffisent à l'horizon 2030 ou 2050 pour garantir le confort thermique. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les ignorer, il faut le faire. Il faut végétaliser, il faut mettre du brise-soleil. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et c'est là où nous, on apporte une différence. Tout simplement, en disant attention, la climatisation n'est pas juste, n'est pas une fatalité. Vous avez d'autres solutions, dont la nôtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Alors, clim ou pas clim? Qu'en dit le jury? Première question. Hop, j'attrape un micro. Hop, hop. Qui commence? Allez-y, Jean-Luc. Alors bon, c'est pas pour répondre à la question clim ou pas clim, un sujet délicat, mais c'est juste pour avoir une question sur la techno utilisée. Donc, et par rapport à l'innovation, puisque système adiabatique, ça existe depuis longtemps. Donc, l'innovation à votre solution chez Kaeli, elle se situe à quel niveau? Et ensuite, si on est sur un adiabatique classique, est-ce que vous amenez de l'eau? Et du coup, est-ce que vous en consommez? Et qu'est-ce que vous faites de l'eau qui circule dans la solution? Alors, en fait, on apporte une couche d'innovation sur de l'adiabatique. Pour faire très simple, c'est le même principe physique. Notre capacité, c'est de briser une asymptote qu'on appelle la température humide. On est capable d'aller plus bas jusqu'au point de rosée. Donc la subtilité qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller, en fait, de faire beaucoup plus de froid qu'un système adiabatique. On fait plus de froid, on va plus bas en température, on n'est pas limité par les mêmes contraintes, et on fait ça sans augmenter l'humidité. On n'est pas les seuls à le faire, il y a des Australiens et des Chinois qui le font très bien, on le fait juste différemment, mieux qu'eux, mais différemment. Donc la différence avec l'adiabatique, c'est simplement une subtilité thermo qui nous permet de briser des limites. Voilà. Et un système Kaeli, quand il est utilisé à temps plein du 15 juin au 15 septembre, il va consommer entre 1 et 2 mètres cubes par an.
Donc c'est pas négligeable, il faut le dire. Enfin, cette humidité, elle est relarguée à l'extérieur du bâtiment et pas à l'intérieur. Maintenant qu'on travaille pas mal avec l'ADEME et le CSTB, les deux nous disent en fait, au regard du bénéfice, c'est l'épaisseur du trait, quoi. Est-ce qu'on peut la récupérer, l'eau, pour la réutiliser? Alors on peut, mais du coup on va mettre une machine qui fonctionne, c'est un cycle de Carnot, et vous détruisez votre efficacité énergétique. Donc on dit non, enfin nous on dit de ne pas le faire. Par contre, ce qu'on dit souvent, c'est de coupler ce type de système avec des systèmes de récupération d'eau de pluie. C'est beaucoup plus on va dire, intéressant intellectuellement. Merci beaucoup. Une autre question? Alexandra? Ah, pardon, allez-y. Alexandra, Didier, allez-y. Clim, pas clim, oui, vous avez raison. Parfois, on est obligé de passer par la clim, et notamment dans les crèches où beaucoup de PMI insistent pour qu'on rafraîchisse les espaces, effectivement. On ne peut pas parler d'un système technologique comme celui que vous évoquez sans parler de coefficient COP, sans parler de coût de production d'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Technique. Alors je peux parler des normes HRAE ou des normes. Enfin, il y a différents types de manières de. Pour parler très simplement, on annonce des COP entre 10 et 20 qui sont prouvés notamment dans les laboratoires CSTB de Sophia Antipolis. Ce qu'on voit sur le terrain en régime normal, donc le régime normal il n'est jamais bon, on évolue sur des COP entre 8 et 15. En moyenne. Et ça, c'est sur des... en instantané, on est capable on a souvent des journées à plus de 20, mais sur des COP saisonnalisées, qui n'est pas un SEER, parce que le calcul du SEER, il est biaisé. Enfin, il n'est pas forcément très intéressant à regarder, mais quand je regarde vraiment tous mes COP sur l'année, j'intègre cette coefficient de performance, j'ai une vraie moyenne entre 8 et 15. Voilà. Et pour nous autres, entre 8 et 15, c'est bien? C'est très bien. C'est très bien, ok. Très bien, merci. Alexandra, pour la troisième question. Oui, merci. Je voulais juste savoir le prix, finalement, pour ceux qui pourraient hésiter entre ce procédé et une clim classique. Est-ce que finalement, c'est bien plus cher? C'est le même? C'est un moins gain? Alors, nous, on vend à des installateurs qui vendent à des maîtres d'ouvrage. Souvent on fait la vente en direct au démarrage, mais donc on ne maîtrise pas mon prix de vente. Moi j'ai un prix de vente public qui est de 3 300 €. Ce qu'on voit, c'est que pour des systèmes fournis, posés, mis en service, on évolue entre 3 et 4 000 € l'unité. 3 et 4 000 unités, souvent on me dit « Oh putain, c'est pas cher ». Ça dépend du référentiel. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de CAPEX, on est souvent au prix, parfois plus cher, parfois moins cher qu'une climatisation. On est souvent plus cher, on est plutôt dans le milieu haut de gamme d'une clim, mais on est cohérent. Par contre, en OPEX, en coût d'opération, on couple les factures d'électricité d'un facteur 3 à 5. Donc en fonction de pas mal de conditions, d'une manière générale, vous avez des TCO qui sont plutôt bons. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être du jury, qu'on peut garder pour tout à l'heure aussi. C'est tout bon? Merci beaucoup. Merci. Rémi. Merci. Et bravo à vos quatre. On vous retrouve tout à l'heure si on a besoin de poser d'autres questions, mais bravo et merci beaucoup pour ce temps d'échange. On passe à la dernière étape. Donc on va conclure cet événement et vous faire quelques annonces côté du Rénov-Banque des Territoires, donc à destination des entreprises. Merci Lila, merci les pitchers évidemment, merci le jury aussi d'avoir posé des questions et challenger les solutions. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, c'est une étape un peu nouvelle pour le programme EduRénov. L'idée, c'est justement d'accélérer sur le développement et l'apport de solutions aux collectivités locales. Aujourd'hui, on a des solutions en ingénierie pour cadrer, faire monter le besoin. On a des solutions de financement aussi, comme je le disais, mais on voudrait compléter cette brique justement avec ces dimensions, ces solutions techniques, de process, des innovations au sens large d'ailleurs en général.
On a toujours la question du retour d'expérience. On vous en a parlé tout à l'heure, mais on est très centré sur le fait qu'il faut que la solution ait déjà des choses, ait déjà fait ses preuves quelque part dans des projets avec un retour d'expérience. Ça, c'est quelque chose qui nous tire beaucoup et sur lequel on compte capitaliser parce que, je vous le disais tout à l'heure, le pair à pair et le bouche à oreille, en tout cas sur les élus, est quelque chose qui fonctionne très bien. EduRénov, c'est souvent des petites collectivités, des petites villes, des villes moyennes également, qui cherchent justement des solutions, qui se font aussi beaucoup démarcher par un certain nombre d'industriels et qui aujourd'hui cherchent à travailler et à avoir cet espace finalement de confiance, de partage pour pouvoir les rassurer par rapport à un certain nombre de choses. On va valoriser les solutions, évidemment, et c'est le sens justement des défis de l'innovation qu'on lance à destination des entreprises. Sur la diapo suivante, on expose les 2 premiers défis qui nous paraissent indispensables. Alors, l'adaptation climatique et le confort d'été, on vient d'en parler plusieurs fois. C'est quelque chose qui est central. Aujourd'hui, c'est une inflexion dans le programme EduRénov parce qu'on traitait beaucoup du confort d'hiver. On est en train de redéployer notre ingénierie, nos moyens d'accompagnement et de financement vers les solutions pour traiter le sujet du confort d'été, notamment avec Jean-Luc, on travaille depuis longtemps sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui va s'accélérer à partir en poste municipal. On travaille un peu en temps masqué, on a cette chance de pouvoir un peu avancer jusqu'à mars prochain. Donc voilà, des solutions favorisant le confort d'été, toutes sortes, végétalisation, ventilation, protection solaire. On sera très large sur le défi, donc vraiment c'est quelque chose de plutôt générique qui cherche à traiter ce défi et ce sujet. Et puis enfin la rénovation responsable avec la question du réemploi, de la gestion des déchets, des logiques bas carbone, de la logistique bas carbone, des matériaux décarbonés. C'est quelque chose aussi qui est très important pour nous, vous ne le savez probablement pas, mais en tant que financeur, on est soumis à une taxonomie européenne qui nous oblige en effet à justifier nos financements. Et aujourd'hui, on les justifie beaucoup sur la base des économies d'énergie réalisées, mais on cherche justement à étendre cette démarche à d'autres sujets. Et donc, on cherche à comprendre par conséquent comment est-ce qu'on peut industrialiser des moyens de mesure, évidemment, d'évaluation, mais également des solutions très concrètes à montrer, en tout cas, vers qui aux collectivités et vers lesquelles on peut les orienter. Ça, c'est les 2 challenges qui se lancent à partir d'aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. T'en parleras à la fin, je crois. À la clé. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est en cours de calage. Vous voyez, il y a marqué « à construire ensemble ». Parce qu'on est en train de lancer en parallèle une démarche d'innovation ouverte avec des gens qui viendront nous accompagner aussi et qui seront spécialisés sur cette démarche d'innovation ouverte. Et tout n'est pas décidé aujourd'hui encore qui, quoi, où, comment. Enfin, quoi, où, comment, c'est si, mais qui, non. Donc, c'est des choses qui sont en cours de discussion. Je suis complètement transparent avec vous. Les entreprises, en tout cas lauréates, c'est vraiment, il y a 3 grands piliers sur lesquels on a envie de travailler. La question de l'accompagnement, comprendre l'environnement des collectivités. On s'est aperçu dans la discussion avec un certain nombre d'entre vous qu'il y a un vrai sujet de coaching, d'appropriation, de OK, un marché public, ça marche comme ci, comme ça. Il y en a un certain nombre qui avaient des choses très concrètes avec des BPU et qui ont une fine connaissance, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et le tertiaire privé ne fonctionne pas du tout comme le tertiaire public. Et c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra mettre à disposition. On a un grand nombre d'experts. On a aussi des experts territoriaux dans des directions régionales qui voient des clients tous les jours. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on cherche à valoriser. La deuxième brique, c'est la brique de la valorisation. Donc là, c'est pour le coup valoriser les solutions qui seront portées, qui seront sélectionnées auprès de l'écosystème et du programme EduRénov. Aujourd'hui, on le fait de manière un peu parcellaire. On voudrait accélérer justement sur cette dimension-là pour pousser un peu plus de contenu aux collectivités locales. Aujourd'hui, il y a 5500 projets, comme je l'ai dit. Ça ne veut pas dire que c'est 5500 prospects, parce qu'on
On fait vraiment la différence pour le coup entre ça, c'est des gens qui ont été qui se sont engagés auprès des Durénov, auprès d'un établissement public. Mais par contre, on peut valoriser un certain nombre de solutions qui auront été choisies dans le cadre de cette innovation, de ce défi. Ça, c'est la deuxième brique. Et enfin, la troisième brique, c'est de l'animation. C'est faire une communauté, évidemment, être capable aussi de monter des projets ensemble, d'être capable de valoriser sur des projets. Aujourd'hui, on a une logique au sein du groupe Caisse des dépôts qui est très large, qui est une logique, ce qu'on appelle action groupe, c'est-à-dire qu'on va à plusieurs au sein du groupe Caisse des dépôts sur des projets et on va chercher à démultiplier ces manières. Ça sera aussi quelque chose de très concret, de travailler ensemble sur des projets avec la BPI, avec la Banque Postale, avec le groupe La Poste, avec des choses comme ça pour pouvoir justement accélérer les projets et fournir des solutions. Ça, c'est des choses qui nous intéressent et qui seront aussi, qui font aussi partie quelque part du package que les lauréats pourront gagner. Voilà sur les trois dernières briques. Aujourd'hui s'ouvrent les inscriptions sur un site internet qui est ici, en QR code. C'est à toi de parler, là, c'est ça? Non, allez, vas-y. Non, mais vas-y. La clôture des inscriptions se déroulera en mai 2026. Et enfin, à l'automne, on annoncera l'aura. Évidemment, entre-temps, il y aura des choses qui se passeront, puisque tout ça, c'est toujours en cours de construction, évidemment. Je te laisse conclure. Très bien, mais c'est tout dit, c'est très bien, merci beaucoup. Donc le formulaire est ouvert, donc on va largement le diffuser. N'hésitez pas aussi à le diffuser à des collègues, à d'autres entreprises, à votre réseau. Donc on compte aussi beaucoup sur cette saison 2026 pour identifier des solutions niches, des solutions éprouvées, mais aussi des choses qui peuvent intéresser nos collectivités. Voilà. L'objectif final, c'est d'apporter de la valeur aux collectivités territoriales. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. Ce que je vous propose, c'est d'échanger, de continuer l'échange autour d'un cocktail. Sur les prochaines étapes, donc on va vous envoyer toutes les informations en lien avec les défis. On reste en contact et puis on se revoit l'année prochaine, 2026, l'année de l'innovation. Merci.